Comptez sur ses proches, le podcast pour parler budget. Moi, c'est Claire. Et moi, c'est Nina. Nous sommes toutes les deux conseillères en économie sociale familiale à l'atelier budgétaire. Ce podcast est là pour vous permettre d'aborder plus facilement les impacts financiers quand vos proches vieillissent ou perdent de l'autonomie. D'ailleurs, vous pouvez écouter la saison 1 sur toutes les plateformes d'écoute. Claire, on peut peut-être rappeler notre métier, non ? Oui, bonne idée. À l'association, on accompagne toute personne qui s'interroge sur son budget, qu'elle ait ou non des difficultés. On l'écoute, la conseille et l'aide dans ses démarches. Et voici une nouvelle saison de 5 épisodes, avec toujours des situations concrètes, des paroles d'experts et des astuces. Et pour la bonne humeur, comptez sur nous. Épisode 4. Quels sont les impacts financiers au décès de son proche ? Nina, Claire, est-ce que vous avez eu le temps de relire mon écrit ? Je vous l'ai envoyé par mail mardi dernier. Je dois le rendre à ma prof dans 15 jours. J'ai commencé à le lire, mais je me suis bloquée 1 heure demain. Et si tu veux, on pourra faire le point. Bon, de mon côté, c'est bon, je l'ai lu, donc demain après-midi, ça me va. Les filles, je vous interromps un petit peu. Est-ce que Nina, tu as eu le message de Madame Fautou ? Celui où elle demande à être rappelée ? Oui, tu te souviens, son conjoint est décédé avant-hier et elle a laissé 2 messages. Je crois qu'elle est très inquiète, elle a peur que le conjoint soit bloqué et du coup qu'elle puisse plus l'utiliser pour le paiement des courses. Oui, je l'ai bien eu. Je me suis notée de l'appeler à 11h. Je voulais préparer l'entretien téléphonique avec Alice. Je pense que c'est un plus dans le cadre de son stage d'apprendre à gérer un événement imprévu. Oui, ça c'est une bonne idée. Alice, tu as peut-être quelques notions sur les démarches et les impacts financiers liés au décès d'un proche ? Non, je n'ai jamais eu le cas dans mes précédents stages. Par contre, j'ai souvenir qu'au décès de ma grand-mère, ma mère avait aidé mon grand-père pour toutes les démarches car il était perdu. C'était ma grand-mère qui gérait les papiers et les comptes. C'est souvent le cas. Un seul des conjoints gère les papiers. D'ailleurs, nous sommes régulièrement interpellés quand la personne qui gère les papiers est hospitalisée et le conjoint qui est à domicile se sent perdu et a besoin d'aide. Dans le cas de Madame Fautou, il faut qu'on réponde d'abord à sa question. Alice, est-ce que tu penses que le compte va être bloqué ? Alors, il me semble que non, mais je ne sais pas comment ça se passe concrètement. Effectivement, le compte ne sera pas bloqué. Madame et monsieur ont un compte joint, donc Madame deviendra la seule titulaire et le compte devrait basculer en compte individuel. Bon, déjà, on va pouvoir la rassurer sur ce point. Oui, et ça serait bien de préparer un récap avec les autres impacts financiers, car il va y avoir une baisse de ressources. Monsieur percevait une pension et aussi un salaire, donc il y a des démarches à prévoir auprès des caisses de retraite, mais aussi de son employeur. Mais je sais que Madame a fait cette démarche directement après le décès, elle m'avait laissé un premier message. Vu que monsieur travaillait en plus de sa retraite, est-ce que madame peut percevoir la pension de réversion ? Oui, c'est possible. D'un point de vue général, au décès d'un conjoint, on étudie le droit à la pension de réversion, allocation veuvage ou pension d'invalidité veuvage selon le cas. Et tout le monde peut y avoir droit ? Non, il y a des critères à respecter. Chacun des dispositifs a ses propres critères d'âge, de plafond de ressources, etc. De toute manière, il vaut mieux se faire aider pour l'ouverture des droits suite au décès du conjoint. Ceci dit, il est possible de faire une simulation pour savoir si on peut bénéficier de la pension de réversion et estimer le montant. Et ça, tu peux le faire sur le site Info Retraite. Autre élément hyper important, la demande doit être faite dans les 12 mois suivant le décès pour bénéficier de la rétroactivité de la pension. Après ce délai, la demande est toujours possible, mais elle ne sera effective que le mois qui suit le dépôt. Il existe aussi le service Allo Service Public. C'est un service de renseignement administratif par téléphone. Il te suffit de faire la demande sur le site service-public.fr pour être rappelé. Et il y a aussi le guide « Un de mes proches est décédé en France », aussi disponible sur ce même site. C'est vrai que ça permet aux personnes d'avoir des informations gratuitement sur leurs droits, obligations et démarches à accomplir. D'autant que le premier mois qui suit le décès est synonyme de nombreuses formalités. Alice, tu vois, pour la réversion, c'est souvent l'une des dernières demandes qu'on effectue. Vu que monsieur est décédé avant-hier, madame doit être en plein dans l'organisation de la cérémonie. Il me semble qu'ils avaient souscrit une assurance obsèques. À vérifier s'il y a le tiers payant obsèques. Alors, il permet de ne pas avoir à régler les frais d'obsèques. Les pompes funèbres envoient directement la facture à l'assurance. Cela permet de soulager la famille dans un moment déjà difficile à vivre. Une fois que les obsèques seront passées et quand Madame Fautou sera prête,
Je pense qu'il sera bon de lui proposer un rendez-vous pour l'accompagner dans ses démarches. Oui, il faut absolument reposer le budget avec elle. De mémoire, il y a un crédit voiture et une mutuelle pour le couple assez cher. C'est super important de faire le point, car par exemple pour le crédit voiture, il y a peut-être une assurance qui pourra s'enclencher. Et pour la mutuelle, il faut revoir les garanties et essayer de réduire ce poste de dépense. Autre chose, mais pas très connue, il existe un capital décès de la CPM ou de la MSA. Et il est possible d'en bénéficier lorsque le défunt était salarié 3 mois avant le décès. Dans le cas de monsieur, qui était salarié et retraité, il faudra se renseigner auprès de la CPAM. Alice, tu pourrais t'en charger s'il te plaît ? Oui, je peux faire ça cet après-midi et on peut faire le point ensemble demain. Il se peut que madame ait des questions particulières concernant la succession, car elle a 2 enfants. Il faudra sûrement l'orienter vers son notaire, qui est le plus qualifié. Bonjour, je suis Denis Goujon, je suis notaire à Talence en Gironde. Je suis également chargé d'enseignement à l'Université de Bordeaux et j'interviens régulièrement dans des conférences qui tournent autour des thèmes de l'organisation familiale, patrimoniale, de la transmission. Et à l'occasion sont souvent posées des questions autour de la succession et des règlements de succession parce que les gens s'interrogent de savoir s'il est obligatoire ou pas de faire appel à un notaire. Alors oui, aujourd'hui, l'intervention d'un notaire dans le règlement d'une succession est devenue incontournable parce que notamment, et même si le patrimoine n'est pas très important et qu'il y a que quelques euros sur un compte, la banque, pour transférer les fonds aux héritiers, va demander que les héritiers produisent une attestation dévolutive. Cette attestation dévolutive est le résumé d'un acte qui s'appelle l'acte de notoriété, qu'établit le notaire et que seul le notaire peut établir, dans lequel il est indiqué qu'un défunt laisse telle personne comme héritière et qui peut se présenter comme héritière avec cette vérification qui a été faite par le notaire. Donc même s'il n'y a pas de patrimoine important, cet acte-là, il est toujours obligatoire pour des questions de transfert de fonds de la banque, de transfert de noms, de carte grise, de véhicules, etc. Le notaire que vous allez choisir pour régler la succession, il est librement choisi par les héritiers. Rien n'impose que ce soit le notaire qu'avait le défunt ou un quelconque notaire qui aurait été mentionné. Ça peut être le notaire du défunt, effectivement, mais ça peut être aussi le notaire des héritiers ou, pour des questions pratiques géographiques, un notaire qui est à côté de chez soi et qui n'était pas forcément notaire que allait voir la personne qui vient de décéder. Ce notaire va établir donc la dévolution successorale, qui sont les héritiers. Si le patrimoine est plus important, et que notamment il y a des appartements, un appartement, une maison ou des comptes un petit peu plus fournis, eh bien il va avoir 2 actes complémentaires à établir, le notaire pour vous, et vous pouvez faire signer. C'est l'acte qui va transférer la propriété de l'appartement ou de la maison de la personne qui est décédée aux héritiers. Et également la partie fiscale qui s'appelle la déclaration de succession, qui va faire un bilan de l'actif et du passif du patrimoine de la personne qui vient de décéder et qui va permettre aux héritiers, mais surtout à l'administration fiscale, de savoir si la dite administration fiscale a des taxes à collecter dans le cadre de la succession. Et qui va concerner surtout les héritiers, puisque le conjoint ou le partenaire de Pacs, eux, ne sont pas soumis à taxation. Mais les héritiers peuvent l'être, y compris si ce n'est qu'un des 2 parents qui est décédé, que le survivant garde l'usage de tout le patrimoine. Eh bien, pour autant, l'administration fiscale a déjà peut-être vocation à percevoir des taxes. Les héritiers, d'ailleurs, en fonction de l'actif et du passif, vont avoir à se prononcer, à savoir est-ce qu'ils acceptent ou est-ce qu'ils renoncent à la succession, sachant que quand on accepte, c'est la totalité du patrimoine, actif et passif. Quand on renonce, c'est également à la totalité du patrimoine, actif et passif. On ne peut pas choisir d'accepter une partie et de renoncer à une autre. Ces éléments et ces actes, et notamment la déclaration fiscale, il va falloir les réaliser dans un délai de 6 mois du décès de la personne, parce que l'administration fiscale ne laisse qu'un délai de 6 mois pour payer les taxes qui sont dues par les héritiers. 6 mois, c'est un délai qui paraît un petit peu long, mais qui va passer très vite, notamment quand des taxes sont dues, et qu'il va falloir peut-être vendre un appartement pour pouvoir payer les taxes. Eh bien, ça veut dire que ces 6 mois vont s'écouler de façon plus rapide que ce qu'on imagine. D'où l'idée que quand un décès survient, il faut essayer de pas trop tarder à aller voir un notaire pour vérifier les actes qui sont à faire et effectivement si éventuellement, peut-être potentiellement des taxes vont être dues à l'administration fiscale dans ce délai de 6 mois. Pour terminer, voici les principaux points à retenir concernant les démarches et impacts financiers liés au décès d'un conjoint. Tout d'abord, les comptes bancaires. Un compte joint ne sera pas bloqué, mais basculera en compte individuel au nom du conjoint survivant. Concernant les démarches à prévoir,
Signaler le décès auprès des caisses de retraite et de l'employeur si le défunt était salarié. Étudier les droits à la pension de réversion, à l'allocation veuvage ou à la pension d'invalidité veuvage. Ces aides sont soumises à des critères d'âge et de ressources. Une demande dans les 12 mois suivant le décès garantit la rétroactivité de la pension. Une simulation peut être faite sur le site inforetraite.fr. Si le défunt était salarié 3 mois avant le décès, un capital décès peut être demandé à la CPAM. Concernant les assurances obsèques, si une assurance obsèques avait été souscrite, le tiers payant obsèques permet d'alléger la charge financière des funérailles. Pour ce qui est de la gestion budgétaire, après les obsèques, il est crucial de réviser le budget du conjoint survivant. Vérifier si une assurance peut couvrir un crédit en cours, comme un crédit voiture. Réexaminer la mutuelle pour réduire le coût. Concernant la succession et les questions juridiques, si la situation le demande, orienter la personne vers un notaire pour aborder les questions liées à la succession, en particulier s'il y a des enfants. Enfin, le service Allo Service Public peut fournir des informations administratives gratuites pour guider les démarches et un accompagnement par un conseiller ou une assistante sociale peut s'avérer précieux dans ces moments difficiles. Merci d'avoir écouté cet épisode de la saison 2 de Compter sur ses proches, de podcast pour parler budget. Nous espérons que Nina et Claire vous ont apporté des informations utiles pour vos démarches et ont répondu à vos questions. Pour aller plus loin, toutes les ressources de l'épisode sont disponibles dans le descriptif. Notre association, l'Atelier budgétaire, remercie les partenaires qui rendent ce podcast possible. Merci au département de la Gironde et à la Conférence des financeurs, Malakoff Humanis, la CARSAT et la MSA d'Aquitaine. Sans oublier l'association Bonjour les Hirondelles Médias pour la réalisation. Si vous avez apprécié cette écoute, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et avec tous ceux qui en auraient besoin. D'ailleurs, vous pouvez toujours écouter la saison 1. Et grâce à vos commentaires et à vos clics sur les réseaux, vous soutiendrez la diffusion d'épisodes. On compte sur vous. À bientôt pour le prochain épisode, quand la gestion de la fiscalité de son proche devient trop complexe, qui contacter ?